Si nous ne faisons que rêver, qu'est-ce que le réel? Comment le connaissons-nous? Il me semble que sa définition est hors de portée parce que le réel, tel qu'en lui-même, est irreprésentable. Il y a là comme un postulat, un point de départ qui peut valoir théorème. Il découle de l'évidence immédiate que, pour être pensé, le réel se donne d'emblée à comprendre dans une représentation. Il n'est rendu présent à la conscience que par la médiation des sens, des images, des concepts qui impriment à cette représentation des caractéristiques bien particulières, subjectives. Comment décrire alors le réel tel qu'il est en soi? Ce qu'il est en lui-même, nous ne pouvons absolument pas le dire. Et notre métaphysique, à peine commencée, semble déjà faire un naufrage sur une aporie. À peine entrevue dans et par le langage, le réel apparaît comme représenté, traduit, interprété dans et par ce langage. Et c'est cette interprétation que nous définissons, cette interprétation du réel que nous définissons comme notre réalité. Faut-il prendre position sur l'antinomie du réalisme et de l'idéalisme? Et notre postulat peut-il permettre de trancher cette question, de décider si le réel a une existence objective ou s'il n'est finalement qu'une fiction psychoïde projetée par un moi? Je ne le crois pas. L'idéalisme considère que le moi se réduit à la projection d'un sujet, que les objets ne sont que la perception d'un sujet, ou pour parler comme Berkeley, esse est percipi, c'est-à-dire l'être n'est que ce que nous en percevons. Être, c'est être perçu. Et le réalisme, d'un autre côté, le réalisme considère l'existence du monde comme un ensemble d'objets, subsistant par soi, hébergeant provisoirement les sujets, les consciences qui le contemplent. Et c'est le présupposé kantien, c'est le présupposé de la critique de la raison pure, tout aussi partial. Mais les deux postures, idéaliste et réaliste, sont également défendables. Le perspectivisme que nous développons dans ces vidéos est averse à tout dogmatisme et n'envisage même pas de décision face à ce type d'alternative. Aucune perspective n'est rationnellement plus légitime que l'autre, car il n'existe pas d'argument définitif, décisif, pour en mesurer la vérité. La vérité exclusive. Le réalisme semble de bon sens, face à l'idéalisme décrivant le monde comme limité et illusoire. Le monde des rêves, le monde des productions artistiques, ou le monde de la pathologie psychiatrique. Mais l'apparente solidité du point de vue réaliste et son matérialisme implicite ne ressort pas indemne de la critique idéaliste. Est-il sûr que la matière est une consistance ontologique? Prenons par exemple un pot qui se casse. Le nom et la chose disparaissent donc. Mais l'argile dont est fait ce pot semble demeurer. Trouvons-nous là le fondement ultime de la réalité du réel? Pas sûr, parce que l'argile n'est elle-même qu'un nom, pour une forme certes moins définie,
mais tout de même faite de molécules. Alors, le prétendu fondement recule d'un degré, et nous croyons trouver enfin, dans le concept de molécule, la réalité du réel. Mais si on y regarde de plus près, les molécules sont aussi faites d'atomes. Et ces atomes, finalement, on découvrira qu'ils sont faits d'électrons, de protons et de neutrons. Est-ce là le fondement que nous cherchions? Non, à leur tour, ces électrons, protons et neutrons, on découvrira qu'ils sont faits de quarks, se subdivisent en quarks, etc. Mais les quarks ne nous livrent toujours pas le fondement subsistant par soi que présuppose le matérialisme. Bon, on va arrêter là cette régression à l'infini. Ces quarks sont les particules au-delà desquelles la science n'a tout simplement plus les moyens d'investiguer. Ce concept de quark est simplement la confession des limites de la science. L'observation fine de l'expérience fourmille en fait de contradictions. 99%, on sait que l'espace d'un atome est constitué de vide. Comment ce vide peut-il devenir si solide quand il est perçu à l'échelle de nos perceptions diurnes? Quelle est l'échelle métrique de la connaissance normale à laquelle nous pourrons étalonner nos connaissances, nos observations? On ne saurait le dire en fait. Et cette difficulté conforte les objections de l'idéalisme berkeleyien, auquel nous ne donnons toutefois pas pour autant le dernier mot, que les choses soient claires. Je crois que un rationalisme raisonnable invite plutôt au scepticisme, à un scepticisme de type montagnien. Pour le dire encore une fois, nous ne cesserons d'y revenir. Prendre parti dans le débat métaphysique classique, du réalisme contre le réalisme, du réalisme contre l'idéalisme, pardon, n'est pas nécessaire. Et lorsqu'avec Montaigne, je le cite, « j'appelle raison nos rêveries et nos songes », il s'agit principalement d'attirer l'attention sur le fait que toute représentation est une interprétation. Et peu importe que ces représentations ne soient que la pure fiction d'un sujet hallucinant ou qu'elles soient la décalque approximative d'un monde objectif. Il est possible de définir les principes de ma connaissance du monde et d'analyser ses limites sans trancher sur la question de savoir si ce monde et les consciences qui l'habitent sont les hallucinations d'une conscience, dont les pouvoirs m'échapperaient, ou s'ils ont une subsistance par soi et une existence en dehors de ma conscience. La métaphore indienne de l'argile, saisie par la perception dans une forme et à travers le nom d'un pot d'argile, ou celle de l'homme qui prend à la tombée du jour une corde pour un serpent. Je donnerai les références de ces métaphores classiques, de ces métaphores traditionnelles dans le descriptif de la vidéo dessous. Ces métaphores illustrent l'ignorance métaphysique qui résume l'inconfortable condition humaine. Une chose préexistante, la corde, l'argile, se manifeste-t-elle comme serpent, comme peau? Ou bien les deux métaphores nous parlent-elles d'une conscience qui hallucine intégralement le monde? S'il n'y a qu'une conscience sans extériorité, comment peut-elle constituer l'illusion d'un monde peuplé de réalités perçues comme autonomes et extérieures?
énigme. Et si le réel est le tout complet des choses objectives, comment peut-il permettre l'existence en dehors de lui, vis-à-vis de lui, d'une conscience de nature hétérogène qui le tient en regard et dont la subjectivité constitue, pour ainsi dire, un régime d'exception dans ce règne des objets? Autre énigme. Il n'y a peut-être pas besoin d'en décider, et peut-être n'y a-t-il même aucun moyen de le faire. L'alternative du réalisme et de l'idéalisme ne repose pas sur des problèmes décidables. Le réel reste inconnaissable, irreprésentable dans son absoluité. On peut dire qu'il est, mais ce qu'il est échappe. Et la manière, objective ou subjective, dont il vient à l'être n'est pas non plus décidable. On peut constater son existence, mais non en définir le statut, ni l'essence. Aussi peut-on suivre Shankara sur ce terrain, qui pense que dès que nous tentons de représenter le réel, nous lui surimposons, c'est le concept d'adhyasa chez Shankara, dès que nous représentons le réel, nous lui surimposons des images, des concepts, et la transparence du réel est recouverte par un voile d'ignorance coloré par nos idées. Le réel n'est pas représentable tel qu'en lui-même, dans son absoluité. Nous ne savons pas avec certitude ce que nous atteignons adéquatement de lui quand nous le représentons, dans nos représentations. Et peut-être n'atteignons-nous jamais que nous-mêmes et nos propres projections. Le réel représenté est un effet de perspective, selon un point de vue nécessairement partiel et partial. Mais l'aporie de ce réel inconnaissable n'est peut-être pas si radicale. Si l'absolu en tant que tel échappe, nous en saisissons cependant bien quelque chose, puisque nous n'en sommes pas séparés. Nous lui appartenons, nous y sommes intégrés. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous en percevons, nous le percevons bien. Ce que nous en pensons, nous le pensons bien. Cela aussi est réel. Nos pensées ou perceptions, bien que partielles et partiales, insuffisantes, sont auto-évidentes. Et loin d'en faire table rase, je n'invite pas à en faire table rase à la manière de Descartes. C'est bien ces pensées et perceptions qui nous servent de point de départ. C'est d'elles que nous partons pour construire notre réalité et en approfondir la vérité. L'évidence par soi des représentations que nous concevons telles peut nous sauver de l'aporie du réel et de l'inconfortable privation de point de départ. Inconfortable privation d'un principe que nous avons évoqué dans une précédente vidéo. Notre réalité n'est sans doute in fine qu'un rêve. La perspective d'un point de vue limité sur l'absolu, mais c'est celle d'un absolu qui se détermine lui-même en se limitant. Une constellation d'images diurnes, largement inadéquate au tout sans doute, mais concordante, au moins en partie, avec lui. Et si tel est le cas, nous disposons d'un point de départ.
On l'analysera comme un certain régime de vérité, le régime de la vérité perspective. Je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour la suite de nos méditations métaphysiques.